Et c'est parti. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce live organisé par le Centre Europe Direct de Saint-Germain-en-Laye avec la participation exceptionnelle de l'agence Erasmus+ Jeunesse et Sport. Quelques infos techniques avant de commencer à proprement parler. Vous pouvez nous regarder sur Facebook et sur Discord. On stream actuellement en qualité 720p. Vous avez la possibilité de régler la qualité du flux vidéo dans les options de votre lecteur vidéo et vous pouvez bien évidemment réagir en indiquant vos messages et questions dans les commentaires. Cette semaine, nous célébrons la Semaine européenne de la jeunesse. Initiée par les institutions européennes et organisée tous les 2 ans, la Semaine européenne de la jeunesse permet de présenter les opportunités offertes par l'Union européenne aux participants et de discuter de sujets pertinents. Cette année, la thématique de cette Semaine européenne, c'est Entre nos mains, notre avenir. Alors que nous avons connu quasiment plus d'un an de confinement, l'envie de bouger, de découvrir et d'échanger n'a jamais été aussi forte. Cependant, cette crise, elle a aussi creusé les inégalités. Et si la France a lancé son plan Un jeune, une solution, l'Union européenne met en œuvre depuis plus de 30 ans des programmes permettant de voyager, étudier, travailler ou faire du volontariat dans toute l'Europe et qui sont ouverts à toutes et à tous. Le dernier programme européen en la matière, c'est le Corps européen de solidarité, dont la nouvelle version vient d'être récemment approuvée par le Parlement européen. Ce programme permet entre autres à des citoyens européens de 18 à 30 ans, parfois sans diplôme ou connaissance de la langue étrangère, d'aller vivre une expérience de volontariat ou une expérience professionnelle dans un pays européen au service de l'intérêt général. Et pour nous parler de tous ces éléments, on a la chance et le plaisir d'accueillir Mathieu Roumégous, directeur de l'agence Erasmus+ Jeunesse et Sport. Mathieu, je vais vous laisser la parole et on va pouvoir commencer à proprement parler. Donc voilà, donc vous pouvez commencer votre présentation. Merci beaucoup Olivier, et merci au Centre Europe Direct de Saint-Germain-en-Laye, donc la Maison de l'Europe des Yvelines, pour l'invitation à ce webinaire. Donc j'espère que tout le monde m'entend bien. Donc je vais me présenter rapidement avant de commencer ma présentation. Donc je suis Mathieu Roumégous, comme l'a dit Olivier, je suis le directeur de l'agence Erasmus+ Jeunesse et Sport. Donc agence qui fait partie des 2 agences en France qui ont en charge la mise en œuvre du programme Erasmus. L'autre agence est située à Bordeaux et s'occupe du programme Erasmus+ éducation-formation, donc c'est-à-dire tous les échanges dans le cadre scolaire et universitaire notamment. Et nous, l'agence Erasmus+ Jeunesse et Sport, donc on est situé à Paris et on s'occupe du volet jeunesse du programme Erasmus. On s'occupe également du Corps européen de solidarité, donc que je vais vous présenter aujourd'hui. Et la spécificité de cette agence, c'est aussi qu'elle est intégrée depuis 2016 à l'agence du service civique, donc agence du service civique qui a en charge 3 dispositifs, un dispositif national, donc le service civique comme son nom l'indique, et 2 dispositifs européens donc que j'ai cités, Erasmus+ Jeunesse et Sport et Corps européen de solidarité. Donc la présentation d'aujourd'hui, donc elle sera dédiée aux opportunités offertes par le Corps européen de solidarité, et notamment les opportunités offertes pour la période 2021-2027. Le Corps européen de solidarité, il faut savoir que c'est un programme qui a été créé en 2018, qui est mis en œuvre par l'agence depuis 2018. Donc sur la période 2018-2020, un programme qui comportait 3 volets. Un volet volontariat, donc j'y reviendrai au cours de la présentation. Un volet projet de solidarité, j'y reviendrai également. Et aussi un volet stage et emploi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le volet stage et emploi, il existait sur 2018-2020 et il disparaît de la programmation pour 2021-2027. Donc on se concentrera dans notre présentation d'aujourd'hui sur le volet volontariat et le volet projet de solidarité. Donc pour commencer et pour introduire, je vais juste partager une petite vidéo introductive sur le CES. Alors en espérant, je recommence en espérant que tout fonctionne. Et si ça ne fonctionne pas, Olivier, je vous laisserai me l'indiquer. Alors, un petit instant, c'est les inconvénients du direct. Et je ne suis pas tout à fait au fait du partage d'écran par Zoom, mais je pense que je vais y arriver. Hop, et hop. Voilà, dites-moi si ça fonctionne. My name is Alexandra Maria and I come from Estonia. I'm 23 years old. I wanted to participate because I felt like I can make a change, to feel useful and also to have a personal growth.
At first, I was expecting to be a kind of project that will be a little vacations, where at the same time I will have the opportunity to help others. But no, since the first day, my opinion about it changed completely. We have been helping children, we have been rebuilding this cathedral and other historical places, but more than that, we have been helping people with their own problems. For me, solidarity is about humanity. It's a feeling of unity together and to join our effort in order to help one specific community. And I also feel that it's a moral responsibility for all of us. Solidarity means the future, the life, and the civilization itself. Because I think only through cooperation and only through our help and to understand the people around us can prosper and grow our societies and European Union. Donc voilà, c'est juste une petite vidéo introductive pour vous montrer quelques opportunités, quelques projets possibles ou quelques thématiques de projets possibles dans le cadre du corps européen de solidarité. Mais pour rentrer un peu plus dans le détail sur le corps européen de solidarité pour la période 2021-2027, donc ce qu'il faut savoir, c'est que le règlement du programme corps européen de solidarité, il a été adopté par le Parlement européen la semaine dernière. Donc les navettes institutionnelles ne sont pas tout à fait terminées puisque le règlement n'est pas encore publié au journal officiel de l'Union européenne, mais il y a la phase d'adoption par le Parlement qui est passée. Et dans les grands chiffres et dans les grandes masses, ce qu'il faut savoir, c'est que pour la période 2021-2027, le corps européen de solidarité il sera doté d'un peu plus d'1 milliard d'euros pour l'ensemble de l'Europe. Et l'objectif de l'Union européenne, c'est qu'il permette à 270 000 jeunes de vivre une expérience d'engagement ou de mobilité dans le cadre du corps européen de solidarité. Et la nouveauté aussi pour le corps européen de solidarité, j'y reviendrai rapidement, pour 2021-2027, c'est qu'il y a un nouveau volet qui intègre le corps européen de solidarité, c'est le volet volontariat humanitaire. Donc ça, c'est une nouvelle chose. Comme je vous le disais, sur la période précédente, on avait 3 volets, volontariat, stage et emploi, projet de solidarité. Donc stage et emploi, ça quitte le corps européen de solidarité. Et donc, il y a en revanche un volet volontariat humanitaire qui rejoint le corps européen de solidarité. Mais j'y reviendrai dans le corps de ma présentation. Donc pour démarrer, je vais maintenant partager mon PowerPoint. Hop. Donc là, ça va plus vite. Hop. Voilà. Voilà. Donc, pour cette présentation, je vais vous présenter successivement chacun des 3 volets du corps européen de solidarité pour vous indiquer ce qui peut être fait sur 2021-2027. Donc, corps européen de solidarité, donc il s'adresse déjà aux jeunes âgés de 18 à 30 ans pour ce qui est des activités de volontariat et des activités de projets de solidarité, 18 à 35 ans dans le cas de l'aide humanitaire. Et donc, il offre aux jeunes la possibilité non seulement d'apporter une contribution à la société, mais aussi d'acquérir une expérience précieuse et de développer des nouvelles compétences. Ça, on y reviendra aussi. C'est vraiment un dispositif qui est gagnant-gagnant. Gagnant pour la société, puisque les jeunes font des missions d'intérêt général, mais gagnant pour les jeunes aussi, puisque les jeunes acquièrent un certain nombre de compétences et ressortent toujours grandis de ces expériences de corps européen de solidarité. Sur le CES, ce qui est important de savoir aussi, c'est notamment sur le volet volontariat, c'est les pays participants. Quels pays peuvent participer au corps européen de solidarité volontariat? Donc en clair, vers quel pays un jeune Français peut aller faire un volontariat et de quelles origines de quel pays peuvent être originaires les jeunes qui viennent faire un volontariat en France. La zone d'intervention du corps européen de solidarité, ce sont l'ensemble des États membres de l'Union européenne, auxquels s'ajoutent d'autres pays qui sont membres du programme mais sans être membres de l'Union européenne, c'est-à-dire l'Islande, la Macédoine du Nord, le Liechtenstein, la Turquie et la Norvège. Et il y a aussi toute une série de pays que l'on appelle les pays partenaires du programme. C'est en fait tous les pays voisins de l'Europe, les pays de la rive sud de la Méditerranée, du Caucase et des Balkans, d'Europe de l'Est et aussi la Russie, qui sont partenaires du programme, c'est-à-dire qu'ils peuvent aussi participer selon certaines conditions au corps européen de solidarité.
Angers. Quelques éléments. Alors d'abord, je vais donner quelques éléments sur le volontariat et je vais juste peut-être tout de suite diffuser une autre vidéo qui présente un peu rapidement le volet volontariat. Une vidéo qui a été faite par Piste Solidaire, qui est un organisme qui est situé à Pau et qui a fait une vidéo que je trouve très, très claire et très explicite pour détailler ce qu'est le volontariat dans le cadre du Corps européen de solidarité. Donc je vais tâcher de vous la diffuser maintenant. Alors, en essayant d'être plus rapide que sur la vidéo précédente, mais je commence à prendre le pli, donc ça devrait aller. Et après, je commenterai la vidéo. Donc voilà, donc c'était très court, mais voilà, ça donne une bonne vision de ce qu'est le volontariat dans le cadre du Corps européen de solidarité. Et je vais, hop là, excusez-moi, j'ai ma vidéo qui repart toute seule, il faut que je la coupe un petit instant. Hop, voilà. Donc je reviens sur mon PowerPoint. Hop. Voilà. Donc pour vous détailler rapidement ce qu'est le volontariat. Hop. Voilà, donc le volontariat, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, donc, et comme je le disais tout à l'heure, il est réservé pour des jeunes de 18 à 30 ans, une tranche d'âge de 18 à 30 ans, et il permet donc à ces jeunes-là d'exercer un volontariat individuel ou un volontariat d'équipe. Donc sur le volontariat individuel, ça permet à des jeunes du coup de partir en volontariat dans un autre pays européen ou voisin de l'Europe pour une durée qui peut aller jusqu'à 1 an. En général de 2 à 12 mois, mais ça peut être aussi dans certains cas, et notamment pour les jeunes les plus défavorisés, ce que l'Union européenne appelle les JAMO, les jeunes ayant moins d'opportunités, ça peut être sur des missions plus courtes, à partir de 2 semaines et jusqu'à 2 mois. Donc partir en volontariat donc sur une durée qui peut aller jusqu'à 1 an dans un autre pays européen, et sur une mission solidaire. Donc ce sont des thématiques de mission qui peuvent être très variées. Voilà, on a vu dans les vidéos précédentes des missions sur le développement durable, sur l'environnement, des missions plus à caractère social, plus sur l'aide intergénérationnelle, sur la santé, enfin tout un panel de missions d'intérêt général et liées à la solidarité qui peuvent être exercées par les jeunes, donc pendant une durée qui peut aller jusqu'à 1 an. Donc ça, c'est le volontariat individuel, mais il y a aussi une possibilité de volontariat d'équipe. Donc ça, c'est pour des durées plus courtes, hein, ça va de 2 semaines à 2 mois. Et donc sur le volontariat d'équipe, donc c'est réservé à des équipes de 10 à 40 jeunes qui doivent être issus d'au moins deux pays différents et qui effectuent des missions également sur des thématiques liées à l'intérêt général ou à la solidarité, mais des thématiques qui peuvent être vraiment très vastes. Et ce qui est important de savoir sur le volontariat dans le cadre du Corps européen de solidarité, c'est le financement qui est alloué par l'Union européenne, puisque ça couvre vraiment beaucoup de choses. Quand un jeune part en mission dans le cadre du Corps européen de solidarité, l'Union européenne finance tout ce qui correspond au logement, à la nourriture,
au transport aussi pour rejoindre le lieu de la mission. Et aussi donne un peu plus de financement, ce qu'on appelle l'argent de poche, pour qu'aussi les jeunes puissent profiter du pays dans lequel ils se trouvent. Donc tout ça, c'est financé par l'Union européenne, et au final, donc normalement, le jeune n'a rien à débourser. Il n'y a pas de coût financier pour un jeune qui part en volontariat. Ça, c'est quelque chose sur lequel j'insiste assez souvent, parce que c'est vraiment important de le savoir, et ça montre que le corps européen de solidarité, et notamment le volet volontariat, il est ouvert à tous les jeunes, quel que soit leur diplôme, quel que soit leur statut, quelle que soit leur origine sociale, le niveau de vie et le niveau économique de leurs parents. Vraiment, tous les jeunes peuvent en bénéficier. Il n'y a pas de coût financier pour le jeune à partir en volontariat. Donc c'est important que tout le monde puisse s'en saisir. Ce qui est important aussi de savoir dans le volontariat, c'est qu'il n'y a pas de prérequis en matière de langue. Et il n'y a pas besoin de maîtriser parfaitement la langue dans le pays dans lequel on va aller. Et si un jeune donc, part en volontariat dans un pays dans lequel il ne maîtrise pas la langue, il y a toujours un accompagnement linguistique qui est proposé dans le cadre du dispositif, soit un accompagnement en ligne via un outil qui s'appelle l'OLS, Online Linguistic Support, soit via d'autres biais si la langue n'est pas prévue dans l'OLS, dans le Online Linguistic Support. Donc un accompagnement très fort en matière de langue, et un soutien financier de la part de l'Union européenne pour mener ces missions. Donc ça, c'est pour le volet volontariat. Deuxième volet que je citais tout à l'heure, c'est le volontariat humanitaire. Donc là, on est sur une tranche d'âge un peu plus élevée, une tranche d'âge de 18 à 35 ans. Et on est sur une zone géographique beaucoup plus large, puisque le volet volontariat est un volet qui est ouvert à travers le monde. Donc sur le volontariat humanitaire, en revanche, je vais très peu développer ma présentation, puisque la spécificité de ce volet, c'est qu'il n'est pas géré par l'agence Erasmus+ Jeunesse et Sport. Ce n'est pas nous qui gérons ce volet, contrairement aux deux autres volets, contrairement au volontariat classique et contrairement au projet de solidarité. Là, le volet volontariat humanitaire, il est géré directement depuis Bruxelles, depuis l'agence exécutive de la Commission européenne, qui est située à Bruxelles. Donc c'est une gestion de l'action qui est centralisée. Donc c'est vraiment Bruxelles, l'agence exécutive à Bruxelles, qui gère les crédits et qui finance les projets subventionnés au titre de ce volet. Sur les deux autres volets, c'est l'agence Erasmus+ Jeunesse et Sport qui met en œuvre les crédits et qui finance les différents projets. Et du coup, comme je vais assez peu détailler ce volet que je ne maîtrise pas, puisque ce n'est pas nous qui le gérons, je vais là aussi vous diffuser une vidéo très courte qui est proposée par l'ADIS. Donc l'ADIS, c'est une structure qui est située dans le nord de la France, à Lille, et ou autour de Lille, je ne sais plus exactement, mais enfin en tout cas qui est très active sur le volet humanitaire du corps européen de solidarité, et qui de la même manière a fait une vidéo de présentation que je vous diffuse tout de suite. Voilà. Et en attendant que tu mettes la vidéo de présentation, l'ADIS est à Roubaix. À Roubaix, j'étais pas loin. Merci pour cette présentation. Mais je me disais bien que c'était pas tout à fait à Lille, mais je suis pas tombé très loin. Alors, ADIS, voilà la vidéo. Hop, non, je vais arrêter parce que j'ai oublié de partager le son. Hop. Et je reviens. Voilà, on y est. Et c'est parti. Le monde se confronte à différentes crises humanitaires provoquées par des catastrophes naturelles, par des conflits, situations politiques instables, non-respect des droits de l'homme, manque de ressources ou des épidémies. Pour répondre à ces crises, l'ADIS déploie des volontaires d'expertise dans le cadre de différents programmes d'aide humanitaire. Vous êtes majeur, vous avez acquis des compétences et des expériences dans un domaine spécifique et vous souhaitez vous engager dans une mission de solidarité internationale ou humanitaire à temps plein et partout dans le monde. L'ADIS vous propose des missions de 6 à 24 mois en Afrique, en Amérique latine, au Moyen-Orient, Asie et Europe pour des missions de santé, d'éducation, pour les droits de l'homme, renforcement des capacités, développement rural ou urbain afin de développer des compétences professionnelles tout en soutenant les partenaires et communautés locales. L'ADIS vous donne aussi l'opportunité de développer des connaissances interculturelles et de savoir-être. Une immersion totale dans un nouveau contexte. Vous pouvez, en tant que volontaire avec l'ADIS, contribuer avec vos compétences à aider une ONG locale ou internationale à atteindre ses objectifs tels que aider à diminuer la pauvreté, consolider la paix, promouvoir l'égalité des genres, la protection de l'environnement.
Le volontariat d'expertise avec la DIS vous permet de développer des compétences professionnelles sur place et de vous investir dans un projet d'intérêt général tout en structurant votre parcours. Ce type d'expérience peut également servir comme tremplin pour trouver un emploi dans le domaine de la coopération et de la solidarité internationale dans votre pays d'origine ou à l'étranger. Les volontaires reçoivent une indemnité de subsistance et les frais de voyage, d'hébergement, d'assurance et de visa sont pris en charge dans le cadre des différents programmes de volontariat d'expertise. N'hésitez pas à consulter le site web de l'ADIS et à postuler sur www.adis.asso.fr. Voilà donc pour le volet volontariat humanitaire. Donc on a vu les deux premiers volets, volontariat et volontariat humanitaire. Et pour terminer ce panorama sur le Corps européen de solidarité, je vais vous détailler maintenant les projets de solidarité. Hop, en reprenant mon PowerPoint. Voilà. Donc sur les projets de solidarité, donc c'est un volet qui est un peu différent, donc qui est géré par l'agence. Je t'arrête une minute, il faut juste que tu changes le mode de vision, parce que là on voit le mode présentateur. On voit le mode présentateur. Voilà, il faut juste que tu changes le... D'accord. Hop. On va revenir au départ. Hop. Voilà, là c'est bon, vous voyez en... Ouais, c'est bon. Ok, super, merci. Donc sur le troisième volet projet de solidarité, donc un volet géré directement par l'agence Erasmus+ Jeunesse et Sport, et un volet un peu différent des deux autres, en ce sens qu'il n'implique pas forcément de mobilité. Donc comme le volontariat, il est réservé pour des jeunes de 18 à 30 ans, en fait, comme je dis, donc il n'implique pas nécessairement de mobilité, parce que ce sont des projets qui peuvent se dérouler à l'échelle locale. En fait, ce qu'il faut pour les projets de solidarité, il faut qu'il y ait au moins 5 jeunes qui se regroupent. Alors, ils peuvent être soit en association, mais aussi très bien se regrouper de manière informelle. Et ces 5 jeunes ou plus réfléchissent entre eux à un projet d'intérêt général, un projet d'appui, de soutien à l'échelle locale. Ils imaginent leur projet et ils proposent ensuite leur projet et peuvent bénéficier de financement pour cela. Donc, ce sont des projets qui peuvent durer de 2 mois jusqu'à 1 an. Donc, les subventions qui peuvent être attribuées au titre des projets de solidarité, donc ça correspond en gros à 500 € par mois, donc ça peut durer jusqu'à 1 an, et il peut y avoir aussi des subventions complémentaires si les jeunes ont besoin d'un accompagnement ou d'un coaching particulier. Donc là, il y a des forfaits différents par pays, mais il y a des financements complémentaires qui peuvent être attribués pour ça. Depuis 2021, sur la période 2021-2027, il y a la possibilité d'avoir des actions transfrontalières dans le cadre des projets de solidarité, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Donc voilà, projet de solidarité, donc projets qui peuvent être montés à l'échelle locale par un groupe de jeunes. Pour donner un exemple, pour être peut-être un peu plus concret sur ce projet, sur ce volet, un projet assez récent qui a été subventionné par l'agence au début de l'année 2020 ou à la fin de l'année 2019, c'est un projet qui s'appelle À Table, un projet qui a été mis en œuvre par des jeunes qui habitent à Rennes, et le projet était de collecter des invendus alimentaires et d'organiser des déjeuners pour des sans-abri de Rennes avec les invendus alimentaires. Et ce qui est intéressant dans ce projet, c'est que il a été imaginé avant le premier confinement de mars 2020, mais les jeunes ont quand même continué à mener leur projet et ont essayé d'adapter leur projet pour qu'ils puissent s'adapter à la crise sanitaire, puisqu'effectivement avec le confinement de mars 2020, il n'était plus possible d'organiser des grands déjeuners avec les sans-abri, puisque voilà, tout le monde était confiné, donc les déjeuners n'étaient pas possibles, mais ils ont quand même continué à mener leur projet, à l'adapter aux gestes barrières. Donc ils ont continué à collecter les invendus alimentaires et en fait, au lieu d'organiser des déjeuners, ils faisaient des livraisons de nourriture aux personnes les plus démunies à Rennes. Donc voilà un exemple de projet solidarité et un exemple aussi d'adaptation dans le cadre de la crise sanitaire.
Donc ça, c'est les 3 volets donc, que je vous ai présentés assez rapidement, un volet volontariat humanitaire et volet projet de solidarité. Donc maintenant, comment est-ce qu'on accède au programme et comment est-ce que les porteurs de projets peuvent bénéficier de financement au titre du Corps européen de solidarité. Donc pour les porteurs de projets, ce qu'il faut savoir, c'est que la grande nouveauté pour 2021-2027, c'est la mise en place de ce qu'on appelle une labellisation qualité, un label LEED, qui permet d'accéder au financement. Mais il y a aussi un autre type de labellisation, le label qualité, qui existe, mais qui ne donne pas accès au financement, mais qui est quand même une porte d'entrée unique pour être partenaire dans le cadre d'un projet de volontariat. Donc en fait, il y a 2 types de labels qualité. Donc là, ce sont les labels simples. Label qualité pour un rôle de soutien et label qualité pour un rôle d'accueil. Donc label qualité pour un rôle d'accueil qui permet à une structure d'accueillir un jeune en volontariat dans le cadre du Corps européen de solidarité. Donc ça, ce sont les labels simples, les labels qualité, qui permettent de participer au Corps européen de solidarité, mais qui ne donnent pas accès au financement, mais qui permettent néanmoins d'être partenaire sur un projet de volontariat. Et donc, comme je le disais à l'instant, le label LEED, c'est la grande nouveauté pour la période 2021-2027. La grande nouveauté, puisque c'est maintenant l'unique modalité d'accès au financement sur le volontariat. Donc en fait, comment ça se passe ? Tout au long de la programmation, entre 2021 et 2027, il est possible pour un porteur de projet, donc pour une association, une collectivité territoriale, une structure publique, il est possible de demander une labellisation LEED. Et donc cette labellisation, elle est ensuite instruite par l'agence, et c'est l'agence qui décide d'instruire et de labelliser les structures qui pourront avoir accès au financement. Et une fois que la structure a obtenu sa labellisation, ensuite il y a ce qu'on appelle des demandes de financement annuelles, c'est-à-dire que chaque année, les structures pourront répondre à un appel de fonds et bénéficier donc annuellement de subventions au titre du Corps européen de solidarité. Et donc voilà, c'est la grande nouveauté de la période 2021-2027. Et en termes calendaires, en fait, donc là on est vraiment en pleine campagne de labellisation, puisque la deadline qu'on avait fixée pour la première demande de labellisation LEED du programme, elle était fixée au 24 mai à minuit. Donc lundi minuit, c'était la deadline pour les structures pour demander une labellisation. Et donc le prochain appel, la prochaine date pour demander une labellisation, elle est fixée au mois de septembre 2021. Donc si des structures souhaitent demander une labellisation mais ont loupé le coche à cette première deadline, il y a la possibilité de demander en septembre. Mais après, toutes les autres années du programme, il y aura toujours la possibilité de demander ce label LEED. Et les demandes de financement annuel de la même manière. Donc ce sont des dates qui sont fixées par la Commission européenne. Et donc là, c'est tout frais, parce que la deadline pour la première demande de financement annuel était fixée à aujourd'hui, 28 mai, à midi. Donc on a reçu aujourd'hui une série de demandes. Donc voilà, je n'avais pas mis le PowerPoint en entier, mais donc chaque année, il sera possible de faire une demande de label LEED. Et là, à la fois, l'agence est là pour vous accompagner pour accompagner les porteurs de projets qui souhaitent demander cette labellisation, mais aussi sur le territoire, dans l'ensemble des régions, dans les services déconcentrés de l'État. On a aussi des contacts qu'on appelle les REJ, les référents Europe et international pour la jeunesse, qui sont aussi en charge d'accompagner les structures dans leur démarche sur le Corps européen de solidarité, mais aussi sur Erasmus+ Jeunesse. Donc en Île-de-France, on a Ludovic Brun qui travaille au sein de la DRAGES, Direction régionale académique jeunesse et sport, une structure qui a services déconcentrés qui ont rejoint les services de l'éducation nationale également. Donc voilà, Ludovic Brun qui peut vous accompagner, mais je pourrais vous faire passer les coordonnées de Ludovic Brun au sein de la DRAGES. Donc voilà, donc ça c'est la nouveauté sur 2021-2027. Donc ça c'est pour le volet volontariat. Et pour le volet projet de solidarité, donc c'est un mode d'accès qui est différent, puisque en fait là on fonctionne par appel à projet plus classique. C'était déjà le cas sur la période précédente. En fait, chaque année il y a ce qu'on appelle des rounds d'appel à propositions, donc pour lesquels les deadlines sont fixées par la Commission européenne. Donc en 2021, il y a deux appels à projets qui ont été fixés, l'un pour lequel la deadline
deadline était aujourd'hui 28 mai à midi, donc la première date de l'année, et la deuxième date est fixée au 5 octobre, pareil à midi. Donc si des jeunes ou des porteurs de projets souhaitent déposer une demande sur les projets de solidarité, voilà, il est encore possible de le faire en 2021, et vous avez jusqu'au 5 octobre pour le faire, mais voilà, si vous souhaitez le faire sur les autres années du programme, ce sera possible vraiment tous les ans jusqu'à la fin de la période. Donc voilà en quelques mots en quoi consiste le Corps européen de solidarité. Donc trois volets: volontariat humanitaire, projet de solidarité, avec des modalités d'accès au financement qui sont différentes d'un volet à l'autre. Et voilà, donc si vous souhaitez être accompagné ou informé, voilà, donc à la fois vous avez des interlocuteurs au sein de l'agence, donc j'enverrai à Olivier le PowerPoint qui pourra vous le diffuser aussi, et en cliquant sur ce lien, vous pourrez trouver les correspondants régionaux à la fois à l'agence et donc j'ai noté DRJSCS, mais c'est les DRAGES maintenant, c'est le PowerPoint ancienne version qu'il faudra que je mette à jour. Donc voilà, vous aurez sur ce lien les coordonnées des personnes qui peuvent vous accompagner, et évidemment donc les centres d'information Europe Direct, et en particulier celui de Saint-Germain-en-Laye, est tout à fait apte à vous accompagner sur le Corps européen de solidarité, puisqu'Olivier est aussi tout à fait compétent sur les différents volets que je viens de mentionner. Voilà donc ce que je souhaitais vous présenter, et si vous avez des questions, je suis évidemment à votre disposition pour y répondre. Ok, merci Mathieu pour cette présentation. Beaucoup d'informations, voilà, effectivement beaucoup d'informations. Alors, petite précision pour nos auditeurs et nos viewers, on a fait le pari de vous présenter à la fois la partie en fait grand public, donc du Corps européen de solidarité, donc qui va justement en fait les programmes qui vont concerner donc ceux qui vont bénéficier finalement du Corps européen de solidarité, et aussi un peu la partie un peu plus administrative, pour aussi vous montrer comment ça marche, nous, de notre côté, ou du moins un peu comment ça marche derrière le rideau, pour vous montrer que, contrairement à certaines idées reçues qu'on peut voir parfois passer dans la presse ou dans certains groupes de dialogue, et parfois comme aussi on reçoit un peu par mail et par coup de téléphone, ben voilà, c'est pas des procédures qu'on fait comme ça, c'est pas de l'argent qui est jeté par la fenêtre et quelque chose comme ça. Voilà, ce sont des procédures qui sont cadrées, parce qu'il y a un ensemble de réglementations, notamment au niveau européen. Donc, on va pouvoir passer sur les questions-réponses. Et donc, on a reçu plusieurs donc, questions sur les différents canaux où on est diffusé. Alors, première question, c'est: quel a été l'impact de la crise sanitaire sur le Corps européen de solidarité ? Alors ça, c'est une très bonne question. Alors il a été assez fort, hein, puisque dès le mois de mars, avec le confinement et la fermeture des frontières, ça a forcément ralenti les mobilités, mais ça a ralenti les mobilités, mais ça n'a pas arrêté les mobilités, ça n'a pas arrêté la possibilité pour les porteurs de projets d'organiser leurs projets, ou pour les jeunes de partir en volontariat. Donc ça a rendu les choses évidemment plus difficiles, et en fait je dirais que tout le monde a été sur le pont pour essayer de répondre à ces problématiques. Et d'abord la Commission européenne, hein, qui est vraiment la gestionnaire du programme, et celle qui définit les règles du programme, qui a assez rapidement permis un certain nombre de flexibilités dans les règles du programme, en permettant notamment aux porteurs de projets de faire des avenants pour qu'ils puissent prolonger leur projet ou reporter leur projet, hein, si certains porteurs n'avaient pas la possibilité de mener leur projet, par exemple en mars 2020, il y avait toujours la possibilité de les reporter. Donc la Commission européenne a ouvert un certain nombre de portes et de possibilités pour faciliter la vie des porteurs de projets. Et nous, à l'agence, on était là aussi pour accompagner les porteurs. Donc en fait, il y a plusieurs catégories de projets ou de porteurs de projets. Certains projets qui n'ont vraiment pas pu se mener parce que c'était pas possible, parce que les frontières étaient fermées, parce que il était impossible de sortir de chez soi, notamment au premier confinement. Donc du coup, qu'on souhaitait reporter leur projet. Il y a eu quelques annulations, mais je dirais que c'est pas la majorité. La plupart des porteurs ont préféré souhaiter reporter leur projet plutôt que les annuler. Et il y a d'autres porteurs de projets et d'autres jeunes qui ont réussi à modifier leur projet pour l'adapter au contexte, à la fois en termes d'enjeux. Et là, on a plusieurs exemples assez intéressants.
notamment voilà un jeune qui est un jeune Français qui était en mission en Pologne et qui souhaitait continuer sa mission pendant le premier confinement, mais qui a souhaité un peu modifier ses missions et compléter ses missions pour les adapter à la crise sanitaire. Et pendant sa mission, il a par exemple confectionné des masques pour venir en aide spécifiquement durant cette période. Il y a d'autres porteurs de projets aussi qui ont adapté leur projet, ne pouvant pas le faire en présentiel, qui ont utilisé les possibilités qui étaient permises par la Commission européenne aussi pour mener leur projet de manière virtuelle ou en distanciel. Par exemple, des jeunes Espagnols qui étaient présents en France et qui ont fait du soutien linguistique en ligne ou qui ont fait des tutoriels sur certaines activités en ligne. Donc voilà quelques exemples de projets qui ont pu s'adapter et s'adapter notamment aux enjeux de la crise sanitaire. Et c'était pareil pour les projets de solidarité. Je vous ai cité le projet à table qui a modifié son projet pour qu'il puisse quand même se dérouler pendant la crise. Donc je dirais que la crise, en fait, ça a révélé déjà le besoin de solidarité et ça a légitimé de manière encore plus forte le programme, le Corps européen de solidarité. Et ça a montré aussi qu'il y avait une très forte volonté de la part des jeunes de continuer à s'engager pendant cette période particulière. Donc ça a révélé ça. Donc voilà, en résumé, des projets qui ont continué à se mener, des grandes difficultés quand même pour les porteurs de projets pour mener ces projets, il ne faut pas se le cacher. Donc un ralentissement des mobilités, forcément on est sur un flux de mobilité plus faible que ce qu'on a d'habitude, mais avec quand même des possibilités, et à la fois l'Europe comme l'État qui ont permis au projet quand même de se mettre en œuvre. Sachant que pour compléter et pour vous donner, viewers, nous, le retour d'expérience que nous, on a au niveau, alors pas du Centre Europe Direct, mais de la Maison de l'Europe des Yvelines, parce que nous, on fait partir des volontaires en Corps européen de solidarité. On a réussi en fait à faire partir, je crois que c'était un volontaire qui allait en Belgique. Et alors effectivement, ça a été un peu plus compliqué, mais par contre, il a pu partir, mais il a fallu en fait qu'il respecte les conditions sanitaires qui étaient imposées par le pays. Donc dans le cadre de la Belgique, il avait dû respecter donc le test de PCR qui était soit 48 heures, soit 72 heures avant le départ. Aussi, une fois qu'il arrivait sur place, de respecter une quarantaine de 3 jours ou une semaine. Je crois que c'est une semaine, mais je ne suis pas exactement sûr sur les chiffres, et de refaire un test PCR en plus, et après seulement il a eu la possibilité de faire à proprement parler son volontariat. Donc voilà, il faut bien, même si sur le premier confinement, effectivement, ça a été assez compliqué, ce qu'on a pu voir, c'est que sur le deuxième et le troisième confinement, comme en fait les conditions de déplacement ont été un peu plus souples, et notamment en fait sur ce qu'on considérait comme les raisons impérieuses pour pouvoir se déplacer, le fait d'avoir une mission de volontariat qui est validée à l'avance, ça pouvait justement servir de justification pour pouvoir franchir la frontière. Tout à fait, oui. Et ça, c'était clairement dans les consignes du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Le volontariat européen, au même titre que le service civique, faisait partie des motifs impérieux pour pouvoir passer une frontière et se déplacer d'un pays à l'autre. Alors, toujours en lien avec la question sanitaire, par rapport donc au nouveau pass sanitaire et donc au certificat vert européen, va-t-il être obligatoire pour faire un corps européen de solidarité? Et deuxième question qui est plus ou moins liée, va-t-il falloir être vacciné pour faire un corps européen de solidarité? Alors, je n'ai pas encore la réponse à cette question et je pense que personne ne l'a encore. Ça dépend de beaucoup de facteurs et notamment aussi des politiques nationales comme européennes. Donc là, il est encore tôt pour se prononcer sur cette question. Sachant que alors là on fait un peu de je vais faire un peu de prospectif, mais si on reste sur la ligne qu'on voit et qui se dégage actuellement, oui, il y aura besoin d'un pass sanitaire pour pouvoir se rendre dans un pays à l'étranger, surtout si c'est un pays de l'Union européenne. Et après, il faut bien comprendre que le pass sanitaire, c'est pas une obligation vaccinale. Le pass sanitaire, vous avez 3 éléments qui peuvent vous servir de pass sanitaire. Vous avez soit le fait que vous ayez été vacciné, soit le fait que vous ayez fait une infection Covid et que heureusement pour vous, vous avez réussi à la combattre et que vous avez développé les anticorps nécessaires, ou troisième élément, le simple fait de faire un test PCR. Alors il y a, ça reste encore à définir, mais il reste à voir les différents types de tests PCR, mais
Vous pouvez aussi utiliser il y aura toujours vous pourrez toujours, si vous n'avez pas fait le vaccin ou si vous n'avez pas fait d'infection, et heureusement, on vous le souhaite pour vous, du moins pour la partie infection. Mais voilà, vous pourrez toujours utiliser sur la troisième possibilité du pass sanitaire, qui est le test PCR. Donc voilà, donc pas d'obligation vaccinale pour le moment pour pouvoir se déplacer dans un autre pays. Alors là, donc une question d'une personne. Donc là, hop, je vais y arriver. Donc une question là d'une personne. J'ai déjà candidaté plusieurs fois sur des missions de Corps européen de solidarité, mais j'ai été refusé à chaque fois. Que puis-je faire? Alors, je sais pas, Mathieu, si tu veux répondre. Oui, je dirais insister peut-être. Il y a plusieurs possibilités pour candidater au Corps européen de solidarité. Donc peut-être que la personne est peut-être aller sur le portail du Corps européen de solidarité, parce que ça j'en ai pas parlé, mais en fait pour que les jeunes participent au Corps européen de solidarité, il faut s'inscrire sur le portail du Corps européen de solidarité. Donc voilà, qu'on trouve assez facilement. Vous allez sur un moteur de recherche, vous tapez portail du Corps européen de solidarité, vous tomberez assez rapidement dessus. Et sur ce portail, en fait, il est possible pour les jeunes de s'inscrire, de remplir leur profil, et pour les porteurs de projets aussi, de proposer des missions. Et il est possible via ce portail de candidater à des missions. Et c'est peut-être ce qu'a fait plusieurs fois la personne qui nous interroge sur ce sujet, qui a essuyé malheureusement plusieurs refus. Ça, c'est une possibilité en fait pour participer au Corps européen de solidarité, mais une autre possibilité et qui sera peut-être plus simple ou voilà, enfin en tout cas peut-être plus facile pour vous. C'est aussi de contacter une structure d'envoi sur votre territoire. Hein. Donc en Île-de-France, il y en a pas mal. Hein. Donc contacter directement une structure d'envoi, prendre contact avec elle, expliquer un peu vos intentions, vos souhaits, les thématiques qui vous intéressent, les pays qui vous intéressent, et peut-être voir avec cette structure d'envoi si elle a des partenariats dans d'autres pays qui correspondraient aux missions. Ça peut permettre peut-être un échange plus direct et plus complet. Donc voilà, moi j'aurais tendance à conseiller aux jeunes d'utiliser, enfin de candidater via ces deux possibilités-là, soit directement via le portail, soit en contactant une structure d'envoi. Et Olivier, vous êtes structure d'envoi pour le Corps européen de solidarité aussi? Et donc, justement, pour donner quelques infos supplémentaires, alors, pour être tout à fait honnête, c'est vrai que la recherche d'une mission de volontariat dans le cadre du Corps européen de solidarité, parfois, alors, pour parler un peu familièrement, ça peut parfois être un peu une purge. Et on comprend tout à fait, et il faut bien en être conscient que voilà, le Corps européen de solidarité, c'est des jeunes qui viennent des 27 pays de l'Union européenne. Et il faut aussi un peu faire attention parfois sur les missions ou parfois sur les pays sur lesquels vous souhaitez candidater. Dans tous les cas, ne restez jamais seul dans votre coin à faire vos démarches, parce que ce qu'on constate parfois, c'est que pour des personnes qui restent dans leur coin et qui s'acharnent, il y a un peu un phénomène de démotivation, j'ai plus le terme exact en français, mais voilà, ils se démotivent un peu parce que ils ont reçu plusieurs fois des réponses négatives et ils abandonnent un peu les recherches. Non, ne restez pas seul dans votre coin, venez voir des structures d'envoi, parce qu'on va pouvoir vous donner des conseils et en fait, vu que nous, on a l'habitude d'envoyer des personnes, on va pouvoir vous dire précisément, par exemple, est-ce qu'il y a un défaut dans votre candidature, ou est-ce que c'est par exemple votre lettre de motivation, est-ce qu'il faut la tourner d'une telle ou d'une telle manière, et ainsi de suite. Et ou vous aussi vous donnez ou voilà, parce que par exemple, parfois, nous, en tant que structure d'envoi, on a des offres, notamment de dernière minute, parce qu'il y avait déjà des volontaires qui avaient été trouvés, mais qui se sont désengagés et qu'il faut qu'on trouve rapidement des volontaires pour remplacer. Donc voilà, il y a tout un tas de possibilités, mais voilà, ne restez pas, si vous vous lancez dans les démarches du Corps européen de solidarité, ne restez pas seul et faites-vous accompagner par des structures d'envoi. Ça sera le meilleur moyen. Et aussi pour compléter, alors là je vais faire un peu d'autopromo, mais voilà, il y a beaucoup de structures d'envoi qui organisent régulièrement des réunions d'information sur le Corps européen de solidarité. Aussi, n'hésitez pas à vous inscrire sur ces réunions d'information,
parce que pendant ces réunions d'information, on va aussi vous donner des petits trucs et astuces qui vont vous faciliter qui vont vous faciliter les démarches. Par exemple, c'est tout bête, mais en fonction des thématiques, si mathématiquement vous avez envie d'augmenter vos chances d'être sélectionné sur une mission, par exemple, ne candidatez pas forcément sur certains pays, parce qu'on sait qu'il y a certains pays qui sont plus demandés que d'autres. Et donc, en fonction de la mission que vous souhaitez faire, en fonction de l'intérêt en fonction de l'intérêt de la thématique, il est tout aussi bien, il n'y a aucune différence entre faire sa mission de volontariat dans un pays X que dans un pays Y. Et il faut bien comprendre que moi, c'est ce que je recommande aux personnes qui viennent me voir. Concentrez-vous principalement sur la thématique de la mission, parce que si vous arrivez à trouver une mission, que vous la faites en Irlande, que vous la faites en Roumanie, que vous la faites à Chypre, que vous la faites en Finlande, vous en retirez exactement les mêmes bénéfices. Alors, question suivante. Question suivante, donc, puis-je faire plusieurs missions de volontariat dans le cadre du Corps européen de solidarité ? Alors, je dirais oui et non. En fait, on ne peut pas faire deux volontariats de long terme. C'est pas possible. C'est limité à un volontariat de long terme. Ce qu'il est possible de faire, c'est un volontariat court terme, hein, ce que je présentais, hein, les possibilités, notamment pour les jeunes ayant moins d'opportunités, un volontariat de 2 semaines à 2 mois. On peut le compléter par un volontariat de long terme, à condition que la durée totale ne soit pas de plus d'1 an. Mais voilà. Mais sinon, la règle, en règle générale, c'est pas plus d'une mission de volontariat à long terme. En revanche, il est tout à fait possible de compléter son engagement par d'autres dispositifs, hein. Donc, si en revenant d'un volontariat européen, vous souhaitez poursuivre votre engagement, c'est possible par exemple de proposer des projets de solidarité à l'échelle locale. C'est possible aussi de chercher un service civique, même un service civique à l'international, hein, parce que c'est des possibilités qui existent. Donc voilà, ce ne sera pas possible de continuer sur une autre mission de volontariat dans le cadre du CES, mais ce sera possible de rechercher d'autres dispositifs d'engagement ou de mobilité européenne et internationale. On sait pertinemment que, et ça c'est un truc que les gens nous disent souvent, une fois qu'on est parti la première fois en Erasmus, en corps européen de solidarité, on se rend compte souvent quand les gens reviennent en fait qu'ils ont la bougeotte et qu'ils ont de nouveau envie de repartir. Et on comprend que le fait de ne pouvoir faire qu'une mission de volontariat, ça peut être un peu bloquant, gênant pour certains, mais il faut bien comprendre que il faut aussi laisser la chance aux autres. Voilà, vous avez eu la possibilité de faire une mission de volontariat, vous en avez profité, c'est super. Mais voilà, il faut aussi que les autres aient la chance de pouvoir aussi profiter de ces dispositifs. Et on a certains qui aimeraient bien en fait faire enchaîner plusieurs fois comme ça sur différentes missions. On comprend complètement et il n'y a pas de difficulté. On va absolument pas juger la personne. Voilà, je veux dire, nous on a des personnes qui sont revenues de mission de volontariat ou qui sont revenues de période Erasmus et qui avaient la patate, qui avaient envie de repartir et qui avaient envie de reprofiter. Voilà, mais voilà, c'est le corps européen de solidarité. Il faut aussi être solidaire avec les autres et laisser sa chance. Voilà, laisser sa chance à chacun, sachant que comme disait Mathieu, voilà, il y a après d'autres formes de volontariat qui existent et qui peuvent être utilisées. Et par exemple, comme Mathieu le mentionnait, il y a la possibilité de faire du service civique. Au niveau français, il y a la possibilité de faire du volontariat de solidarité internationale. Au niveau des Nations Unies, c'est le VNU. Pareil, la francophonie a ses propres formes de volontariat. Il y a du volontariat franco-allemand et ainsi de suite. Donc voilà, dans tous les cas, si l'expérience de volontariat vous a donné envie de vous engager par la suite, il y a d'autres possibilités tout aussi enrichissantes tout aussi enrichissantes que le corps européen de solidarité et qui vont vous permettre de pouvoir approfondir ces opportunités et qui parfois ont des critères en fait d'admission, notamment par exemple en termes de tranche d'âge, qui sont un peu plus larges et permissifs que le corps européen de solidarité. Par exemple, pour le service civique, si je me souviens bien, c'est jusqu'à 25 ans. Pour le corps européen de solidarité, donc pour les volets volontariat individuel, c'est jusqu'à 30 ans. Pour les volontariats humanitaires, c'est jusqu'à 35, si je me souviens bien. Et par exemple, pour du VSI, il n'y a pas de limite d'âge. C'est ouvert à tout le monde.
J'en profite pour rebondir du coup, Olivier, ouais, tu disais quand les jeunes partent en volontariat et quand ils reviennent, ils ont la bougeotte. Quelque chose sur lequel on n'a pas, enfin, j'ai pas beaucoup insisté dans cette présentation. C'est aussi tous les apports pour les jeunes quand ils partent en volontariat, tout ce qu'ils apprennent quand ils partent en volontariat. Et en fait, quand ils reviennent, tous nous disent qu'ils ont vécu une expérience formidable, qu'ils ont effectivement envie de repartir. Certains nous disent qu'ils ont vécu la plus belle année de leur vie. Et c'est des compétences vraiment importantes qui sont acquises par les jeunes. Il y a d'abord des compétences qui sont utiles pour leur employabilité, puisque voilà, notamment les compétences linguistiques ou les compétences sur la gestion de projet qui peuvent être acquises et qui sont toujours valorisables dans un CV. Et il y a aussi beaucoup d'autres compétences qui sont peut-être moins valorisables dans un CV, mais qui sont tout aussi importantes. Les jeunes qui partent gagnent aussi en confiance en eux, en estime d'eux. Hein. Le fait d'être parti, de s'être rendu utile pour l'estime de soi, c'est très fort. Et donc, tout ce qui est aussi interculturel, le fait de s'ouvrir à une autre culture, de sortir de sa zone de confort, de découvrir, de rencontrer des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés autrement, d'apprendre une autre langue et de découvrir vraiment une culture qui n'est pas la sienne, c'est toujours très, très épanouissant et très enrichissant pour les jeunes. Et ça, vraiment, c'est des choses qui nous sont dites quasiment systématiquement quand les jeunes reviennent. Effectivement, et pour compléter, il faut bien comprendre qu'un volontariat, alors dans le cadre dans le cadre du Corps européen de solidarité, quand vous revenez de volontariat, vous avez donc un papier qui vous est fourni, qui est un Use Pass, normalement, si je me souviens bien. C'est toujours maintenu, ça, il me semble. Oui, toujours, ouais. Donc vous avez un Use Pass qui vous est fourni et qui va grosso modo récapituler l'ensemble des tâches que vous avez fait, les acquis que vous avez obtenus, et par exemple si aussi il y a eu une amélioration au niveau linguistique. Et ça, ce Use Pass, notamment après, par la suite, si vous souhaitez le valoriser dans un CV, ça vous permet notamment de servir de pièce justificative. Si par exemple, imaginons, vous tombez un jour sur un employeur qui vous dit, voilà, vous indiquez que vous avez tel niveau de langue est-ce que vous pouvez me le prouver? Vous avez juste à lui montrer le Use Pass qui permet justement de montrer cette évolution que vous avez eue au niveau de langue ou sur les compétences que vous avez acquises. Une question qu'on a reçue concernant plus le volontariat humanitaire. Donc Mathieu, vous indiquiez que donc il y avait donc un volet humanitaire, un volet volontariat humanitaire qui intégrait le Corps européen de solidarité. Est-ce que c'est l'ancien EUAV, donc qui était le volontariat volontariat européen de l'aide humanitaire ou quelque chose comme ça? EU Aid Volunteers, hein, c'est ça, ouais. Oui, c'est peu ou prou, c'est ça, c'est EU Aid Volunteers qui existait précédemment et qui intègre pour la période 2021-2027 le Corps européen de solidarité. Question, que gagne-t-on à devenir structure structure d'envoi ou structure d'accueil dans le cadre du CES? Alors, il faut un peu distinguer la question. Il y a deux trucs. Dans le cadre de la structure d'accueil, vous avez la possibilité en fait juste d'accueillir un volontaire et après il y a tous les intérêts. Par contre, on va je peux vous le témoigner, nous au niveau de la Maison de l'Europe. Par contre, sur la question financière, on ne gagne pas franchement énormément là-dessus et c'est pas l'intérêt du Corps européen de solidarité. Je veux dire, c'est pas avec ça que c'est pas avec ça que des associations vont devenir Crésus. Hein. On va tout de suite être honnête en la matière. Voilà, le fait de se lancer pour des structures dans le cadre du Corps européen de solidarité, c'est véritablement parce que on a envie de participer parce qu'on a véritablement envie de participer à ce projet-là. Dernière question qui est très intéressante. Vous aviez parlé notamment des JAMO, donc des jeunes ayant moins d'opportunités, mais finalement un JAMO, c'est quoi? Comment on définit un JAMO? Alors la définition de l'Union européenne du JAMO, donc du jeune ayant moins d'opportunités, c'est une définition qui est très large en fait. C'est tous les jeunes qui peuvent rencontrer un certain nombre d'obstacles ou de freins à la mobilité, que ce soit des obstacles économiques, hein, des jeunes issus de milieux économiques défavorisés, des obstacles culturels, un moindre accès à la culture, tout ce qui est aussi jeunes en situation de handicap,
Et il y a des obstacles géographiques aussi qui peuvent être rencontrés, hein. Donc le fait d'habiter en quartier prioritaire de politique de la ville ou dans des territoires ruraux, voilà, ça permet aussi d'avoir le qualificatif selon l'Union européenne de JAMO. Donc c'est une définition large avec un certain nombre de critères. Voilà, en tout cas, c'est tous les jeunes qui peuvent avoir des obstacles ou des freins à la mobilité. Ah, et moi, pour témoigner de mon expérience personnelle en la matière, moi venant du fin fond de la Haute-Marne, j'étais considéré et j'ai appris ça et ça m'avait fait beaucoup rigoler quand je l'ai appris. J'ai appris qu'en fait j'étais considéré comme JAMO parce qu'en fait, moi dans le patelin où j'habitais, on avait de très mauvais raccords en fait en termes de transport public. Et en fait cette mauvaise connexion en termes de transport public, ça nous permettait, du moins ça me permettait à moi en fait de pouvoir bénéficier du qualificatif de JAMO. Donc voilà, c'était juste pour vous donner un petit exemple, personnel. Voilà, je vous laisse encore 2-3 minutes pour pouvoir poser des questions. S'il n'y en a pas d'autres, on pourra conclure. Une dernière question, mais là qui est pour moi. À quand le stream en 1080 ? Alors, si vous voulez, envoyez un mail à la Maison de l'Europe. L'adresse mail, c'est contact@maisoneurope78.eu et vous mettez un PC pour Olivier. Non, plus simplement, en fait, on fait avec le matériel du bord et en fait, tout simplement, l'ordinateur là qui nous sert qui sert à faire ce stream, en fait, ne gère très bien la qualité 720 et si je stream en 1080 en fait le PC commence à souffler dans tous les sens et le pauvre il va pas apprécier. Il a quand même 5 ans mais il est vaillant et je tiens à ce qu'il dure le plus longtemps possible. Voilà, pas d'autres questions. Eh ben, Mathieu Roumégous, merci beaucoup d'avoir pris sur votre temps et d'avoir répondu à toutes ces questions. Voilà, pour ceux qui souhaitent continuer sur cette semaine européenne de la jeunesse, demain vous avez la possibilité de participer à un Zoom général où on va avoir le lancement. Donc, je peux le dire, il y a pas. Non, au contraire, vas-y, oui, j'aurais même dû en parler moi-même. Donc voilà, je fais la pub de l'agence. Sachant qu'on est service public, donc non, on n'est pas considéré comme service public, donc il n'y a pas de pub insidieuse au niveau de la Maison de l'Europe. Voilà, donc demain, il y a le lancement du réseau Europeers qui va se faire en live et vous aurez aussi la possibilité de dialoguer pour les participants, vous aurez aussi la possibilité de dialoguer avec le secrétaire d'État aux affaires européennes en début d'après-midi. Donc voilà, vous pouvez retrouver toutes ces infos concernant cet événement qui aura lieu donc tout samedi. Vous pouvez les retrouver donc sur les réseaux sociaux de la Maison de l'Europe et vous pouvez aussi les retrouver du Centre Europe Direct et vous pouvez aussi les retrouver sur les réseaux sociaux de l'agence. Mathieu, voilà, est-ce que vous avez une page Facebook, une page Twitter ? On a une page Facebook, on a un compte Twitter, donc vous pouvez retrouver toutes ces informations. Et effectivement, c'est toute la journée de demain. Donc, en fait, c'est une journée par les jeunes et pour les jeunes, parce que ce sont des jeunes anciens et actuels volontaires en corps européen de solidarité qui ont conçu cette journée, qui à la fois présenteront de leur point de vue les différents volets du corps européen de solidarité, qui présenteront un certain nombre de projets et et l'idée, c'est aussi d'avoir une discussion avec tous les jeunes qui souhaitent participer à la journée pour imaginer des futurs projets, des nouveaux projets, et aussi un échange, comme l'a dit Olivier, avec Clément Beaune, le secrétaire d'État en charge des affaires européennes, pour faire remonter aussi un certain nombre de propositions pour encourager l'engagement et la mobilité européenne des jeunes, et faire remonter aussi ces propositions dans le contexte de la conférence sur l'avenir de l'Europe. Donc tout ça, ça se fera en fait en hybride. On aura les jeunes anciens volontaires donc du réseau Europeers qui seront en présentiel justement à Saint-Germain-en-Laye, au Quai des Possibles,
possible, et tous les autres participants donc, seront en ligne. Donc voilà, vous avez toutes les informations sur les différents réseaux sociaux qu'a cité Olivier, hein, sur celui du Centre d'Europe Direct et sur ceux de l'agence. Donc n'hésitez pas à y aller. Donc il y a un lien Zoom, il suffira de se connecter sur Zoom et pour participer à cette journée et à ces échanges donc avec les jeunes Europeers. Voilà. Et donc, pour trouver l'agence sur les réseaux sociaux, alors sur Facebook, vous tapez donc soit agence Erasmus Plus Jeunesse et Sport dans la barre de recherche. Si vous voulez le c'est @afpeja, et sur Twitter, donc c'est @Erasmus Plus Jeune. Voilà. Et pour ceux qui nous regardent, si vous regardez bien, c'est indiqué. Vous avez les logos et les identifiants pour les réseaux sociaux qui sont indiqués dans l'overlay tout en bas. Chers viewers, merci à tous pour avoir participé. Mathieu, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir, comme je disais, pris le temps et d'avoir échangé avec nous. Chers viewers, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, respectez les gestes barrières, gardez l'esprit ouvert et pensez européen. À la prochaine. Au revoir, merci.